C'est demain samedi que le président de la transition sera en Russie. Le général d'armée Assimi Goïta est attendu à Moscou pour une visite d'État qui s'inscrit dans le cadre des relations bilatérales stratégiques entre le Mali et la Russie ainsi que la diversification des partenariats. Depuis sa prise de fonction, nos envoyés spéciaux à Moscou, Garibou Pérou et Sidiki Balo, nous feront voir les préparatifs d'accueil du Kremlin de la délégation malienne. La hiérarchie militaire de l'espace AES se concerte à Bamako face à la recrudescence des récentes menaces terroristes, renforcement du cadre de coordination et mise en place de modalités pratiques opérationnelles de la force unifiée au menu des échanges entre les ministres en charge de la défense de la Confédération des États du Sahel. 40 sous-projets des domaines de l'agriculture, de la santé, de l'énergie ou encore de l'éducation seront financés par le gouvernement et exécutés par les communautés et les villages. Objectif, rendre autonomes et opérationnelles les populations à la base des zones bénéficiaires. Le ministre en charge de la réconciliation, le général de corps d'armée Ismaël Ouagé, a justement présidé les travaux de la première session ordinaire du projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel. Bamako abritera à partir de demain et c'est là jusqu'au 28 juin 2025 les premiers Jeux de la Confédération de l'AES. Dans ce journal, à suivre donc l'arrivée des différentes délégations et aussi la présentation au chef du gouvernement de la mascotte de l'événement, le Premier ministre qui a d'ailleurs félicité les ministres AES tout en leur souhaitant de très bons Jeux dans le fair play et la solidarité. Nous sommes vendredi 20 juin. Merci de nous suivre. Bonsoir à tous. À l'invitation de son Excellence Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, accompagné d'une délégation ministérielle multisectorielle, effectuera une visite officielle en Fédération de Russie du 23 au 26 juin 2025. La visite du président de la transition en Fédération de Russie s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations spéciales entre les deux pays, empreintes de respect mutuel, d'intérêt commun et d'amitié. Elle illustre la convergence de vues entre les deux chefs d'État sur les questions de paix et de sécurité internationale, y compris la vision du Mali et de la Confédération des États du Sahel, AES, sur la lutte contre le terrorisme au Sahel ainsi que les perspectives de développement au bénéfice des populations maliennes et russes. À cet égard, ce séjour en Russie, première visite du président de la transition dans un cadre bilatéral, marque la constance de la confiance et de l'estime entre les deux chefs d'État et le partenariat stratégique qui lie le Mali et la Russie dans un contexte de solidarité renforcée. Oui, c'est demain, samedi, que va commencer cette seconde visite symbolique du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, attendu à Moscou par son homologue russe Vladimir Poutine. Cette visite d'État s'inscrit dans le cadre des relations bilatérales stratégiques entre le Mali et la Russie, ainsi que la diversification des partenariats depuis sa prise de fonction. Le président de la transition, on se rappelle, avait réservé à la Fédération de Russie son premier déplacement hors des frontières nationales à l'occasion de sa participation au deuxième sommet Russie-Afrique tenu à Saint-Pétersbourg du 27 au 30 juillet 2023. La visite du président Goïta est le prolongement des sommets de Saint-Pétersbourg où l'Afrique est fortement représentée. Voyons comment Moscou, particulièrement le Kremlin, s'apprête à accueillir le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition du Mali. C'est un commentaire signé Garibou Pérou et Sidiki Balo, nos envoyés spéciaux. Sur invitation du président de la Fédération de Russie, le président de la transition, chef de l'État, est attendu à Moscou. Une visite d'État à valeur stratégique, surtout dans un contexte où le Mali redéfinit et avec assurance ses alliances sur l'échiquier géopolitique. Depuis quelques années, Bamako et Moscou ont tissé les liens portés par une convergence d'intérêts militaires, politiques et économiques. Cette visite du président Goïta apparaît donc comme le couronnement d'un rapprochement méthodiquement préparé. Sous les hors du Kremlin, les drapeaux s'apprêtent à flotter côte à côte. La Russie, qui a multiplié ces derniers temps les gestes envers le Mali, s'apprête à dérouler le tapis rouge au président Goïta. Selon des sources diplomatiques russes, le cérémonial sera à la hauteur des ambitions communes. Hymnes nationaux, entretien de haut niveau. Pour le Kremlin, cette visite est plus qu'un rendez-vous diplomatique, c'est une démonstration, celle de son ancrage croissant et sans complexe avec un Mali décidé à affirmer
préserver sa souveraineté. Dans les rues de la capitale russe, à quelques heures de l'arrivée du président Goïta, le ballet diplomatique s'accélère et les détails sont soignés dans les couloirs du pouvoir. Sur le fond, la visite s'inscrit dans une dynamique de coopération élargie. Après les volets sécuritaires et militaires, viennent désormais les secteurs stratégiques comme l'énergie, les mines ou encore l'agriculture, traduisant une volonté mutuelle d'enraciner un partenariat gagnant-gagnant, cher au discours des deux capitales. L'agenda prévoit une rencontre avec le président Vladimir Poutine. C'est donc bien plus qu'un déplacement, c'est un signal d'un Mali qui assume son repositionnement loin de certaines influences traditionnelles et se tourne vers des partenariats qu'il juge respectueux. Dans une capitale russe habituée aux mobilisations, c'est désormais l'Afrique à travers la Confédération des États du Sahel qui entre dans la lumière. Et c'est le Mali par la voix de son président qui parlera au monde dans les heures qui viennent. Résolument tourné vers l'avenir, fort d'une volonté de stabilité et de souveraineté retrouvée, Bamako veut écrire un nouveau chapitre et Moscou, manifestement, est prêt à en être co-auteur de ce nouveau chapitre. Audience à Koulouba, le président de la transition et président de la Confédération des États du Sahel, général d'armée Assimi Goïta, a reçu ce matin les ministres de la Défense de l'AES. Le chef de l'État a échangé avec ses interlocuteurs sur leur rencontre de haut niveau qui s'est ouverte ce matin ici à Bamako. Donc, au centre de cette rencontre, la situation sécuritaire dans l'espace AES, le ministre de la Défense et des anciens combattants, général de corps d'armée Sadio Kamara, a salué le travail abattu par les forces de défense et de sécurité des trois pays dans la lutte contre les groupes terroristes. Il est au micro de Siaka Konaté et Djeli Maranjabati. Nous avons rendu compte au président de la Confédération du niveau de mise en œuvre de la vision collective des chefs d'État de la Confédération pour une sécurisation et une stabilisation de notre espace sahélien, pour l'affirmation de notre souveraineté et la défense des intérêts vitaux de nos peuples. Nous avons présenté au chef de l'État les travaux des experts en prélude de cette réunion des ministres et surtout les efforts extraordinaires de nos forces de défense et de sécurité. Le chef de l'État nous a partagé sa vision de la situation et a donné des orientations précises pour continuer sur la voie de la coordination et les actions conjointes. Oui, face à la recrudescence des récentes menaces terroristes, la hiérarchie militaire de l'espace AES se concerte à Bamako, renforcement du cadre de coordination et la mise en place de modalités pratiques opérationnelles de la force unifiée au menu des échanges entre les ministres en charge de la défense de la Confédération des États du Sahel. On fait le point avec Ari Djoumatina. L'école du maintien de la paix à l'Une-Blondembe de Bamako a ouvert ses portes pour la rencontre de haut niveau des ministres en charge de la défense de la Confédération des États du Sahel. Des honneurs militaires tour à tour au général de brigade Célestin Semporé, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants du Burkina Faso, qui avait à ses côtés le général de corps d'armée Sadio Kamara, et au général d'armée Salifou Moudi, ministre d'État, ministre de la Défense nationale du Niger. Cette réunion ministérielle de Bamako
après celle des experts déroulée il y a 2 jours pour baliser le terrain, s'annonce comme une étape cruciale de validation politique, stratégique et opérationnelle du principal levier qui a été à la base de la création de l'AES, à savoir défense et sécurité. Ainsi, au regard du contexte actuel, marqué par la recrudescence des menaces terroristes au sein de l'espace confédéral, il s'avère nécessaire de se retrouver et de mettre en place très rapidement des stratégies nécessaires. En septembre 2023, nos 3 États ont posé un acte historique en créant l'Alliance des États du Sahel qui s'est muée en juillet 2024 en une confédération pleinement souveraine, fondée sur la solidarité, la complémentarité et la volonté de bâtir un espace de paix, de dignité et de progrès. Aujourd'hui, face aux menaces multiformes qui pèsent sur nos territoires et nos peuples, nous sommes réunis pour donner corps à l'un des leviers les plus importants de notre intégration, la mise en place de la force unifiée de l'AES et nous permettre ainsi le renforcement de nos opérations conjointes et la formalisation du cadre de partage de renseignements. Depuis la création de l'Alliance des États du Sahel, nous avons planifié et conduit plusieurs opérations conjointes pour faire face aux menaces de déstabilisation. Celles-ci ont abouti sur le terrain à des résultats satisfaisants dont il faudra se féliciter et se réjouir. La présente réunion doit permettre de faire une évaluation des opérations conjointes réalisées, d'examiner et approuver les modalités de mise en place de la force unifiée de l'AES. Je salue les avancées déjà réalisées dans le cadre bilatéral ou confédéral, conformément à la vision de leur Excellence, Monsieur le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, président en exercice de la Confédération des États du Sahel. Monsieur le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, Monsieur le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République du Niger. La création de l'AES matérialise la volonté commune des 3 États à unir leurs forces et à mutualiser leurs efforts pour la construction d'une architecture sécuritaire solide, souveraine et adaptée aux réalités actuelles. Cette réunion qui nous réunit ici à Bamako intervient dans un contexte où les menaces sécuritaires auxquelles font face nos États ont connu une accélération. Si les volets essentiels du développement et de la diplomatie ont vite été pris en compte pour garantir la cohérence et la pérennité de notre pacte, le soubassement de la défense et de la sécurité reste fondamental. L'esprit sahélien qui nous anime place résolument les populations au cœur de nos priorités. C'est pourquoi il est plus que jamais urgent d'agir. L'objectif général de notre rencontre d'aujourd'hui est de renforcer le cadre de concertation et de coordination de nos actions dans le domaine de la défense et de la sécurité et valider les documents essentiels à la mise en œuvre du pilier sécuritaire de la Confédération AES. Déjà au sein de l'espace AES, conformément aux directives du Collège des chefs d'État, certaines initiatives opérationnelles sont encourageantes. L'un des faits les plus marquants de ces derniers mois est sans doute la mise en place d'un cadre de concertation entre les chefs d'état-major des 3 pays de l'AES. Ce cadre a permis non seulement de renforcer la confiance mutuelle, mais aussi de concevoir et de conduire plusieurs opérations conjointes d'envergure dans notre espace commun. Ce cadre a élaboré un concept d'opération qui a servi de base pour la planification des opérations conjointes. Ces opérations coordonnées ont produit des résultats concrets. En tout cas, la réunion du Bamako des ministres en charge de la défense de l'AES, qui devra être sanctionnée par des recommandations, constitue un tournant majeur pour la consolidation des efforts en vue de la mise en place d'un outil de défense confédéral efficace et performant.
Et cette réunion des ministres en charge de la défense de la Confédération des États du Sahel s'est achevée par une motion de remerciement au chef de l'État de l'AES, en particulier au général d'armée Assimi Goïta, président en exercice de la Confédération des États du Sahel, par le discours de clôture du général de corps d'armée Sadio Kamara. Aridjou Matina reviendra demain sur cette cérémonie de clôture. Les pays de la Confédération des États du Sahel sont en jeu ici à Bamako. C'est pour dire que Bamako et les pays sont debout, unis, ensemble. En témoigne la tenue donc de ces Jeux à partir de demain jusqu'au 28 juin 2025, des Jeux de la Confédération de l'AES. À quelques heures donc de l'ouverture de l'événement, le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, a reçu en audience les différents ministres en charge de la jeunesse et des sports de l'AES. Il s'agit de Roland Somda du Burkina Faso, de Sidi Mohamed Al-Mahmoud du Niger et de Abdul Kassim Ibrahim Fomba du Mali. Au centre des échanges, les enjeux de cette première édition. Et comme vous le voyez, l'occasion a été mise à profit pour présenter au chef du gouvernement la mascotte de l'événement. Le Premier ministre a félicité les ministres et souhaité que les Jeux se déroulent dans le fair play et dans la solidarité. Vous voyez voilà la mascotte. Les premiers Jeux de l'AES s'ouvrent donc demain samedi au Palais des Sports Salamatou Maïga. Environ 500 athlètes dans 10 disciplines sont attendus. Pour le ministre de la Jeunesse et des Sports, ces Jeux, au-delà de l'aspect sportif, prônent l'intégration, l'unité et la cohésion des jeunes de l'AES. Pour plus de détails, écoutons le ministre Fomba au micro de Abdul Karim Kaba. L'organisation des premiers Jeux de l'AES est une instruction des plus hautes autorités. Vous savez que nous avons eu la chance d'avoir des dirigeants qui ont tracé de nouvelles lignes pour le bonheur de nos populations. Et dans ce cadre-là, ils ont mis l'accent en mettant en place la Confédération des États du Sahel. Dans ce cadre, dans le cadre de la Confédération, il y a plusieurs autres volets. Et je pense que les différents ministres en charge de la jeunesse et des sports, sur instruction des plus hautes autorités, ont décidé d'organiser les premiers Jeux de l'AES. Ces premiers Jeux de l'AES, c'est pour nous un espace, un cadre pour pouvoir rassembler aujourd'hui tout le milieu sportif, toute l'expertise de la jeunesse sportive, afin de magnifier déjà les talents que nous avons, mais également de montrer au monde entier qu'aujourd'hui, nos peuples sont des peuples qui peuvent organiser des événements à une dimension internationale. Et c'est ce qui motive aujourd'hui l'organisation de ces premiers Jeux de l'AES. Au-delà de cela, nous devons parler de l'intégration du milieu sportif, bien entendu au-delà de l'intégration des peuples. C'est de montrer qu'aujourd'hui, nous sommes en phase à ce que nos acteurs, nos athlètes, nos joueurs puissent communier ensemble, participer à une compétition et pourquoi pas un jour constituer la même équipe. Et je pense que ces premiers Jeux de l'AES, c'est aussi une façon de magnifier l'expertise, la connaissance et la force de la jeunesse dans le cadre du sport. C'est un appel que nous faisons pour dire que nous avons un défi à relever. Et je pense que ces premiers Jeux sont un des premiers défis que nous devons relever pour nous-mêmes déjà, mais également pour le monde entier. Montrer que nous sommes prêts à relever tous les défis auxquels nous faisons face aujourd'hui et qui peuvent aider à épanouir notre population. La devise, toujours unis, toujours résilients et toujours plus forts. Oui, unis, résilients et plus forts. Et pour ces Jeux de l'AES, les délégations du Niger et du Burkina Faso sont bien arrivées à Bamako. Ils sont environ 300 athlètes. À l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou, elles ont été accueillies avec tous les honneurs, notamment par les Djatigui, les supporters, le monde sportif et les jeunes. Pour eux, les premiers Jeux de l'AES symbolisent la paix, l'intégration, le vivre ensemble et surtout la fraternité. Abdul Karim Kaba. Cultiver l'esprit de la fraternité, d'intégration, de cohésion sociale et surtout l'esprit du changement par les jeunes de l'AES, telle est la motivation de l'organisation des premiers Jeux de l'AES.
En venant à Bamako, les jeunes de l'AES veulent renforcer l'esprit patriotique des présidents des 3 pays de l'Alliance des États du Sahel pour relever les défis du Sahel. Comme l'ont si bien dit nos leaders, à savoir le général Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré et le général Abdourahmane Tiani, la souveraineté s'arrache au prix d'une lutte. Une lutte sans merci que nous sommes en train de mener, les 3 peuples sont en train de mener depuis des années. Une lutte dont la victoire est proche parce que les horizons commencent à se décanter. Et comme pour apporter sa part de contribution à cette lutte, la jeunesse de l'Alliance des États du Sahel, comme un seul homme, s'est dressée pour soutenir la vision des plus hautes autorités. Alors, les premiers jours de l'AES pour nous, c'est le symbole de l'intégration, de la cohésion sociale et surtout un symbole de développement pour nos 3 pays. Et comme vous le savez, ce symbole est incarné par la jeunesse. Au-delà de l'esprit sportif, l'organisation des premiers Jeux de l'AES est une manière pour les jeunes du Sahel de se mobiliser. Les premiers Jeux de l'Alliance des États du Sahel représentent un espace d'expression, un cadre d'échange et un esprit de fraternité. Au finish, il n'y aura pas de perdants ni de gagnants. Seule l'AES sortira victorieuse avec la devise des Jeux, toujours plus unis, toujours plus résilients et toujours plus forts. Cette première édition des Jeux de l'Alliance du Sahel se veut comme un message fort de la résilience des peuples de l'Alliance des États du Sahel. Au-delà de l'aspect sportif, je dirais aux jeunes de rester soudés, de rester intégrés. Et pour nous, il n'y a pas, c'est des Jeux de la Confédération, il n'y a pas un pays qui gagne ou un pays qui perd. Pour nous, c'est l'AES qui gagne, c'est l'AES qui est victorieuse et c'est l'AES qu'on va hisser haut à travers nos 3 pays qui symbolisent un seul pays. Pendant une semaine, les 500 athlètes vont disputer ces premiers Jeux de l'AES à travers 9 disciplines. Ces 9 disciplines sont le football dans la catégorie des moins de 17 ans, la lutte traditionnelle, le bras de fer sportif, les tirs à l'arc, l'athlétisme, le judo, le karaté, le kung-fu et le taekwondo. Et il faut retenir que la cérémonie d'ouverture, c'est demain à partir de 16h et ça sera en direct sur toutes nos antennes de l'ORTM. Mais déjà, le matin, à partir de 9h au stade Mamadou Konaté du football U17, Mali-Niger. Cinquième session du Conseil d'orientation et du suivi du Centre national pour la coordination du mécanisme d'alerte précoce et de réponse aux risques. Les membres du Conseil ont passé au peigne fin le rapport d'activité 2024 et d'autres documents de gestion de cet outil d'aide à la décision du gouvernement. Et c'est le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, qui a présidé les travaux, nous précisent Mamari Koné et Aliou Touré. Cette 5e session du Conseil d'orientation et de suivi du Centre national pour la coordination du mécanisme national d'alerte précoce et de réponse aux risques est un cadre approprié pour les membres de débattre des questions intéressant la vie de cet outil de gouvernance à la disposition du gouvernement. Au centre des échanges, l'état d'exécution des recommandations de la précédente session, les rapports d'activité 2024, les rapports annuels de performance ainsi que d'autres documents de gestion. Dans le cadre des activités d'alerte, de réponse et de coordination de la réponse, le centre a élaboré des rapports mensuels et des notes d'alerte et effectué des voyages au niveau des pays de l'AES afin de renforcer le cadre de partenariat avec les structures homologues de ces pays-là. La 5e session du Conseil d'orientation et de suivi du Sénap se tient dans un contexte particulier. C'est pourquoi le Premier ministre a salué la tenue des rencontres des structures dédiées à l'alerte dans l'espace AES. Cette 5e session intervient dans un contexte géopolitique extrêmement hostile en raison des choix politiques souverains reposant sur la défense des intérêts vitaux des peuples, choix politiques décidés par les leaders de l'AES.
Ce nouvel environnement exige d'un service hautement stratégique comme le Sénap une vision plus adaptée et davantage d'anticipation. C'est pourquoi nous apprécions la démarche entreprise par le Sénap dans le cadre du partage d'expériences avec les structures sœurs de la Confédération des États du Sahel. En effet, le Sénap fonctionne en étroite collaboration avec d'autres institutions, notamment dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel, pour renforcer la résilience des populations face aux menaces sécuritaires. Le président du Conseil d'orientation et de suivi s'est réjoui de la production régulière du rapport à l'attention des différents secteurs de l'administration publique ainsi que de la rédaction des notes d'alerte. Votre rôle principal est en effet d'alerter les autorités nationales sur les risques émergents et de coordonner les réponses appropriées. En dépit d'un environnement marqué par des menaces à la paix et à la sécurité, le Sénap a pleinement contribué à l'orientation des politiques publiques à travers des diagnostics sur des questions de sécurité humaine ainsi que des propositions de mesures d'atténuation. Au regard du contexte marqué par la progression du terrorisme, de l'extrémisme violent et de la criminalité transnationale organisée dans le monde, il nous faut réfléchir aux moyens adéquats permettant au Sénap de suivre l'évolution de ces problématiques et de proposer des réponses adaptées. Créé en 2017, le Sénap est un outil d'aide à la décision qui a pour mission de collecter les informations et les données sur l'ensemble des défis de la sécurité humaine, en général avec comme thématique privilégiée la sécurité et l'extrémisme violent, le terrorisme, la criminalité transfrontalière, entre autres. Et toujours à la primature, le chef du gouvernement s'est entretenu successivement avec le réseau des organisations pour une citoyenneté participative et le réseau de l'entreprise en Afrique de l'Ouest et au Mali. Mamari Koné et Aliou Touré nous en disent plus. Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, abrite du 26 au 29 juin prochain un forum international intitulé Vitrine F, organisé par Hommage aux femmes du Canada et Hommage aux femmes du Burkina Faso. Le Mali est l'invité d'honneur de cette activité dont le co-marrainage est confié à la présidente du réseau des organisations pour une citoyenneté participative qui regroupe 203 organisations féminines. Avant de prendre part à ces forums internationaux, le réseau est venu prendre les conseils et orientations du chef du gouvernement. Le Mali est invité d'honneur. Nous avons accepté aussi cette invitation, cette sollicitation, parce que sur 30 lauréates, le Mali en a 3. Et ces lauréates sont membres du réseau des organisations pour une citoyenneté participative. Les orientations qu'il nous a données, c'est d'abord que les femmes, qu'on puisse parler au nom de toutes les femmes, qu'on parle de l'espace, de notre espace, des femmes dans l'espace AS, qu'on parle de la vision du Mali, qu'on parle des orientations du Mali à travers tout le pays. Le forum, qui est à sa 2e édition, a pour thème promouvoir le leadership féminin pour l'autonomisation économique et le développement harmonieux de nos sociétés. Quelques instants après, le Premier ministre a reçu la présidente du réseau de l'entreprise en Afrique de l'Ouest et au Mali. La délégation comprenait quelques membres du réseau et des conférenciers venus du Burkina Faso et du Maroc pour la rentrée solennelle. Les échanges ont porté sur les missions du réseau ainsi que la rentrée 2025 prévue ce vendredi est placée sous le thème « La Caisse des dépôts et de consignation du Mali, un levier de financement de l'économie ». C'est l'événement le plus important qui nous permet de partager sur les sujets, les thématiques actuelles, une situation, un partage avec d'autres pays. Le chef du gouvernement a soulevé la convergence de vues entre les réseaux et les autorités de la Confédération de l'AES. Il a surtout salué le choix du thème retenu pour la rentrée 2025, car selon lui, la mobilisation des ressources constitue une préoccupation pour les autorités. Tenue de la première session ordinaire du Comité national des sous-projets du projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel. C'était aujourd'hui vendredi sous la présidence du ministre en charge de la réconciliation. Le général de corps d'armée Ismaël Ouagué a examiné le financement de 40 projets qui seront exécutés par les communautés et les villages. Ces sous-projets couvrent les domaines de l'agriculture, de la santé, de l'énergie et de l'éducation, entre autres. Mamadou Fani.
Le projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel, PCRS, est une initiative de gouvernement des 3 pays de l'AIS. Il œuvre pour le relèvement économique, la paix et la sécurité au bénéfice des populations affectées par les crises. C'est dans ce cadre qu'il tient la première session ordinaire de son comité national de validation des sous-projets du PCRS au titre de l'année 2025. Le PCRS, dès qu'on a récupéré à notre niveau, il y a l'ancienne façon de faire qu'on a gardée. Il y a quand même une autre façon de faire qu'on a essayé de mettre en place en donnant beaucoup plus de responsabilités aux populations dans le choix de leurs besoins et aussi éventuellement de voir dans quelle mesure on peut les accompagner à travers eux-mêmes pour atteindre ces objectifs. On a déployé les systèmes sur le terrain pour organiser les villages en CVD, faire monter les projets de développement communautaire et les faire analyser au niveau des structures plus basses, c'est-à-dire les ERAR et les antennes de l'UEP, pour en faire des projets viables. C'est un comité particulier de validation de ces sous-projets qui se veut un comité dynamique qui va se tenir chaque fois que le besoin se présente pour valider les projets. Donc c'est la première réunion de ce comité avec un certain nombre de sous-projets qu'on a reçus, qu'on va examiner ensemble. Et puis dès qu'on donne notre accord, ça va redescendre pour être pris en charge au niveau des antennes des équipes régionales d'appui à la réconciliation et puis au profit des villages. Ce comité est chargé d'examiner et d'approuver les sous-projets qui seront financés dans les régions de Bandiagara, Douanza, Gao et Tombouctou. C'est 40 sous-projets qui sont remontés. Et c'est un processus très inclusif qui implique les communautés et les responsabilise depuis la base. Aujourd'hui, les projets qui nous sont remontés sont des projets qui se retrouvent dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage, de l'éducation, de la santé et de l'hydraulique naturellement. Comme ça, c'est le besoin le plus pressant au niveau de la zone d'intervention du projet. Il s'agit de s'assurer qu'à l'issue de ce comité, que le montant de la subvention demandée au PCRS pour le financement des sous-projets ne dépasse pas le montant accordé au village et de veiller à l'analyse des recommandations des comités régionaux. Un mot du lancement de ce projet de formation professionnelle pour la jeunesse du Mali. Il s'appelle Chinfinka Barasira en français, le chemin des jeunes vers l'emploi. Financé par l'Union européenne pour une durée de 4 ans, le projet concernera plus de 5000 jeunes de 15 à 35 ans de Kaï, Koulikoro, Sikasso et du district de Bamako. Le projet est mené et suivi de près par Madame le ministre de l'Entrepreneuriat national, Oumou Salsek, en collaboration avec l'agence luxembourgeoise pour la coopération. Mohamed Namakeita, Tchédje Kamara, compte rendu. Le lancement de ce projet de formation professionnelle de l'Agence luxembourgeoise pour la coopération au développement LuxDev, Chifunka Barasira, 5500 jeunes de 15 à 35 ans, des Kaï, Koulikoro, Sikasso et du district de Bamako en recherche d'insertion professionnelle bénéficieront des formations en adéquation avec les besoins du marché et des potentialités locales. Ce projet, baptisé Chifunka Barasira, le chemin des jeunes vers l'emploi, est né d'une volonté commune du gouvernement du Mali, de l'Union européenne, de renforcer l'accès des jeunes à des opportunités concrètes de formation et d'emploi. Pour faire face à ces défis, le projet a pour objectif principal d'améliorer les opportunités d'insertion professionnelle à destination des jeunes. Nous ciblerons spécifiquement 5500 jeunes de 15 à 35 ans dans les régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso et le district de Bamako. En accompagnant cette initiative de LuxDev, l'Union européenne réaffirme sa volonté de soutenir la dynamique des autorités de la transition, de créer des emplois et de stimuler la croissance économique avec l'amélioration de l'accès au financement des petites et moyennes entreprises. Sur ce chemin vers l'emploi, l'Union européenne souhaite être le compagnon de route de plus de 5500 jeunes qui aspirent tous à trouver un emploi ou à réaliser un projet entrepreneurial dans les filières porteuses pour le Mali. Ce projet représente un appui structurant pour le gouvernement du Mali. Il se distingue par une approche intégrée, articulant
formation professionnelle et insertion socio-économique, gage d'un impact durable pour les bénéficiaires. Je félicite l'agence luxembourgeoise LuxDev pour sa désignation comme agence de mise en œuvre du projet. Votre expertise et votre engagement sont des atouts majeurs pour sa réussite. Vous bénéficierez de tout le soutien de l'ensemble de mon département pour faciliter cet exercice, tout en vous invitant à veiller à une gouvernance équitable, inclusive et rigoureuse à tous les niveaux de mise en œuvre. Au cours de la cérémonie, l'assistance a eu droit au témoignage de 3 jeunes start-up évoluant dans divers domaines qui ont démarré leur activité grâce à l'accompagnement du partenaire européen. Le projet, qui a commencé le 1er avril 2025, prendra fin le 30 septembre 2029. Bientôt, le lancement du système intégré de gestion des ressources humaines du Mali. En prélude à ce lancement, les ministres concernés font le tour des directions des ressources humaines des départements pour vérifier la bonne exécution de ce projet. La visite de ce matin a concerné la SMTD, le ministère en charge de l'administration territoriale et celui des Affaires étrangères. Nous allons suivre Aluseyni Touré. La SMTD, première étape de la visite des ministres en charge de la refondation, de la fonction publique et de la communication, a reçu la délégation qui a pu s'enquérir de l'effectivité de la centralisation des données qu'héberge la structure. Ce fut ensuite au ministère de l'administration, à travers la direction dédiée aux ressources humaines du département, que les ministres se sont vus expliquer le fonctionnement du SIGRH. La direction des ressources humaines, des affaires étrangères et des Maliens de l'extérieur a également reçu les hôtes du jour. Des hôtes satisfaits du bon déroulement et de la mise en place du SIGRH. L'objectif du SIGRH est de remplacer l'ancien système manuel de gestion du personnel par une plateforme numérique. L'avantage de ce système est de garantir la transparence et minimiser la fraude. Le SIGRH, c'est le système intégré de gestion des ressources humaines des fonctions publiques de l'État et des collectivités. Il se trouve qu'il y a différentes bases de données, n'est-ce pas, qui gèrent, n'est-ce pas, c'est les personnels et la masse salariale. L'État a aujourd'hui un problème de maîtrise des personnels des agents de l'État et également un problème de maîtrise de la masse salariale. C'est ce qui a fait que le gouvernement, dans le cadre de la modernisation de l'administration, veut un système unique de traitement de ces données-là, et donc que toutes les bases de données se fassent dans un cadre unique et fiable. Justement, est-ce qu'il marche? Bon. Et justement, nous savons, au constat, nous avons vu qu'au niveau de la SMTD, par exemple, le serveur est fonctionnel, il est sécurisé, et puis il est hébergé au Mali. Néanmoins, les ministres ont constaté quelques légères défaillances. Celles-ci seront très bientôt corrigées et le système fonctionnera à la satisfaction de l'État et de ses travailleurs. J'encourage la commission d'orientation stratégique et le comité technique d'exécution à continuer les travaux d'installation et d'interconnexion des quelques sites où le système n'est pas encore opérationnel. En marge de cette visite, les ministres ont visité le nouveau siège de la Société malienne de transmission et de diffusion situé à Kati. En service depuis août 2019, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Mali est en fin de mission. À l'occasion de son départ, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a organisé un dîner d'adieu en son honneur. Au cours de cette soirée, il a été élevé au grade d'officier de l'Ordre national du Mali. Ibrahim Kaoukonate Sambodjakouté était sur place. Excellence Dr Dietrich Fritz Reinhold Paul, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne. Au nom du président de la transition, chef de l'État, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'Ordre national du Mali à titre étranger.
Une distinction honorifique pour non seulement célébrer un diplomate, mais aussi entretenir une coopération appréciable. L'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, Dr Dietrich Pohl, dont la mission arrive à son terme, quitte le Mali pour d'autres fonctions après 6 années au service de son pays. Une cérémonie solennelle. Pour moi, c'était un vrai privilège de travailler ici, de vivre ici avec vous. Tous les pays, toutes les nations doivent trouver leur formule, leur solution. Et je pense, pour nous, en tant que pays européen, on peut beaucoup apprendre dans ce pays avec son approche, sa créativité, cette résilience marquée dans un contexte parfois très compliqué. Donc là, je pense, nous, de côté allemand, on a essayé de poursuivre nos projets avec un certain succès, je peux dire. Et on a essayé de mieux comprendre, de mieux écouter et de tirer des conclusions après, pas avant le dialogue. L'Allemagne est le premier partenaire du Mali. Depuis 1960, les autorités maliennes et allemandes travaillent en étroite collaboration et en toute confiance. En tant que diplomate, beaucoup d'humilité. J'ai senti un effort sincère d'avoir toujours une approche conciliante, mais une approche constructive. Écouter, chercher des solutions, ne chercher pas nécessairement à juger parce que nos relations, nos pays ont traversé des moments particulièrement difficiles. Il y a eu certainement aussi des moments de tension, mais malgré ces situations tendues, vous avez toujours œuvré à maintenir le cap. Le cap, c'est d'abord toujours une approche empreinte de respect mutuel. L'ambassadeur allemand était un homme de terrain. Il l'a démontré à travers divers échanges avec les autorités, les acteurs de la société civile et les partenaires internationaux. Actualité des FAMA, les forces armées maliennes ont mené cette semaine des frappes aériennes dans plusieurs localités du pays. Des frappes qui ont permis de neutraliser des terroristes saisis des matériels de guerre. La synthèse des actions des FAMA, c'est avec Abdoulaye Sako. Les forces armées maliennes à l'offensive sur le terrain. Dans le cadre des opérations antiterroristes, les FAMA ont conduit ces derniers jours des missions d'opportunité dans les théâtres de l'opération Dougoukoloko, surtout dans les localités de Farabougou, Sokolo, Nampala, Léré, Mourdia, Gao, Tombouctou, Gossi et Kidal. Ces opérations ont permis de neutraliser des terroristes, libérer des otages civils et récupérer divers matériels. Dans le théâtre centre, le 18 juin 2025, une mission de reconnaissance offensive des FAMA a permis de neutraliser 2 terroristes et de récupérer du matériel divers. Le 19 juin 2025, nos hommes ont récupéré 400 têtes de bœufs volées par les groupes armés terroristes à Nyono. Concernant le théâtre sud, à Mourdia, le 19 juin 2025, plusieurs offensives ont été conduites dans les localités de Bamadjogo et environ. Ces opérations ont permis de libérer 3 otages civils, neutraliser 4 terroristes et récupérer divers matériels composés de motos, des pistolets mitrailleurs avec des chargeurs, des radios, des smartphones et des documents divers. Quant au théâtre Est, le 19 juin 2025, une mission de surveillance aérienne dans le secteur de Kidal a permis de traiter avec succès un pick-up avec son équipage et contenant des munitions et du carburant. Le 20 juin 2025, les FAMA ont mené dans les localités de Gossi une mission de reconnaissance offensive qui a permis de neutraliser 2 terroristes et de récupérer du matériel divers. Les opérations se poursuivent. Et ce communiqué de presse, le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, Moussa Ag Atayer, informe l'opinion nationale que le gouvernement du Mali suit avec une grande attention la situation de nos compatriotes établis en Iran depuis l'éclatement du conflit dans cette région. Au regard des évolutions préoccupantes de la situation sécuritaire dans ce pays, le gouvernement, à travers le ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, a procédé
procédé au recoupement d'informations par l'intermédiaire de notre ambassade à Téhéran et établi un contact direct avec la communauté malienne en Iran. La situation de présence de Maliens dans ce pays se présente comme suit. 3 familles de diplomates maliens avec 9 personnes à Téhéran, 20 étudiants boursiers à Gazvin, une centaine d'étudiants en études islamiques et leurs familles à Com. Le ministre suit avec une grande attention l'évolution de la situation et rassure que des dispositions sont en cours pour procéder au rapatriement de tous nos compatriotes concernés par la situation et désirant quitter l'Iran. Le ministre invite l'ensemble de nos compatriotes établis en Iran à garder le calme et à éviter les zones à risque. Peuple de l'AES, inclusion culturelle et historique, c'est le thème d'une conférence débat tenue ce vendredi ici à Bamako. La projection d'un film qui résume les actions menées par les pays membres de l'AES du début du processus à 2023 a meublé la cérémonie, nous dit Tchemoro Konati. La cohésion, facteur indispensable à la synergie d'action. Cette notion, la 4e cohorte de l'école de guerre du Mali s'est l'appropriée pour la 3e fois, comme pour perpétuer une tradition bien en place. Nous, au niveau des auditeurs, nous avons estimé qu'au-delà des discours officiels que nous avons, au-delà des documents officiels que nous avons, qu'il serait bien fondé d'aller vers la version historique des hommes de culture. Premier point saillant du programme élaboré pour la circonstance, une projection de films retraçant le parcours des pays membres de l'AES du début du processus à 2023. Suivra une conférence débat sur le thème « Peuple de l'AES, inclusion historique et culturelle ». J'ai fait allusion au fondateur de l'Iptako Gourma, au peuple du Burkina actuel, du Niger actuel et du Mali, qui en réalité ne forment qu'un seul peuple parce qu'ils partagent les mêmes valeurs culturelles cardinales et presque les mêmes histoires et les mêmes empires. Et avec les lignes physiques appelées frontières tracées par les colonisateurs divisées pour mieux régner, je crois que les dirigeants ont compris qu'il est nécessaire de se donner la main. La cohésion, elle est déjà là, il faut juste attiser le feu. En dépit des frontières tracées artificiellement, les peuples vivaient en harmonie. L'avènement de l'AES permet de renforcer cette harmonie. Et le symbolisme autour de cette journée de cohésion est d'autant plus pertinent. Au niveau du Mali, l'année 2025 a été mise sous le signe de la culture. Donc avec les différentes conférences qu'on va avoir, on se rendra compte que les peuples de l'AES ont la même histoire, la même culture. Et très malheureusement, c'est avec les colons qu'il y a eu ces frontières imaginaires qui ont divisé nos peuples. Pour rappel, cette 4e promotion de l'école de guerre du Mali est composée de 25 auditeurs, dont 5 Burkinabés et 5 Nigériens. Atelier de plaidoyer de capitalisation et de dissémination du guide de fonctionnement et d'animation des comités consultatifs de sécurité au niveau régional et communal. Il est organisé par le commissariat à la réforme du secteur de la sécurité avec l'accompagnement du PNUD. Depuis Mopti, le reportage de Aminata Touré. Cet atelier régional de plaidoyer de capitalisation et de dissémination du guide de fonctionnement et d'animation des comités consultatifs de sécurité au niveau régional et communal a été initié par le commissariat à la réforme du secteur de la sécurité avec l'accompagnement du PNUD et autres acteurs impliqués. L'objectif de la session vise à renforcer les capacités des membres du comité consultatif du Mopti sur les rôles et responsabilités dans la coproduction de la sécurité afin d'optimiser l'opérationnalisation du comité pour la promotion des droits de l'homme et de la stabilité dans la région de Mopti. Au cours de la journée, les participants composés entre autres des représentants de l'État, des collectivités territoriales, les forces de défense et de sécurité, la société civile vont échanger sur des exposés thématiques. Il s'agit entre autres des rôles et responsabilités des membres des comités consultatifs de sécurité, la restitution des acquis des comités consultatifs de sécurité. Il s'agit de réunir dans un cadre de partenariat l'ensemble des acteurs du secteur de la sécurité au niveau régional ou communal dans le but d'améliorer la qualité du service de sécurité rendu à la population à travers la prise en charge des problèmes de sécurité. À titre de rappel, les comités consultatifs de sécurité sont le maillon essentiel
du cadre institutionnel de la réforme du secteur de la sécurité, dans la mesure où ils sont chargés d'évaluer la situation sécuritaire, de mettre des avis et recommandations à l'endroit de l'exécutif local et des acteurs de la sécurité. Parlons de la tenue de la 11e édition du Salon du financement de l'agriculture Finagri, événement majeur du calendrier économique de notre pays. Le Finagri est un espace de connexion directe avec les institutions financières, d'exposition vente et de valorisation de l'innovation entrepreneuriale. Le thème retenu pour cette année est digitalisation et inclusion financière. Comment adapter les outils et services numériques bancaires aux besoins des exploitations agricoles familiales, petites et moyennes entreprises maliennes. Réponse avec Djemba Moussa Konati. Ce salon constitue en outre une opportunité pour connecter les jeunes et les femmes entrepreneurs à des marchés durables, à des financements adaptés et à des services de qualité. La particularité de cette 11e édition, c'est vraiment la participation des pays de l'AES. Une des particularités aussi cette année est que nous avons reçu beaucoup plus de projets. Donc nous avons plus de 500 projets que nous allons soumettre aux banques et aux institutions de financement. Au Mali, plus de 80% des micro, petites et moyennes entreprises actives évoluent dans l'agriculture, la transformation ou le petit commerce. Cependant, la plupart d'entre elles rencontrent encore de fortes contraintes d'accès au crédit et sont en marge de la révolution numérique que nous vivons de nos jours. Le Finagri vient donc répondre à ces défis. Plus de 2000 plans d'affaires structurés et discutés, plus de 300 rencontres B2B par édition sont entre autres des résultats tangibles enregistrés par le Finagri. L'Union européenne reste ainsi fortement engagée aux côtés du Mali pour promouvoir une agriculture durable, inclusive et résiliente, soutenir l'emploi des jeunes dans les chaînes de valeur et faciliter le dialogue entre les politiques publiques, les acteurs économiques, les producteurs et les partenaires financiers. L'accompagnement du secteur privé est un domaine privilégié de la coopération néerlandaise au Mali. Il s'agit là d'un secteur vital dont le développement se trouve heurté à un environnement des affaires complexe. Les autorités invitent les établissements financiers à soutenir le secteur pour une agriculture durable. Le secteur agricole représente plus de 40% du PIB du Mali et près de 70% des emplois. Et pourtant, il reste l'un des moins financés par les circuits bancaires traditionnels. Le salon du financement de l'agriculture, c'est aussi l'exposition des produits agricoles et la promotion des entreprises qui accompagnent l'agriculture au Mali. La BNDA, partenaire stratégique du Finagri, est présente à ce salon avec un nouveau produit appelé Agriculture Prospère. À travers ce produit, la BNDA s'engage à financer les membres des interprofessions pour le développement de l'agriculture au Mali. 50e session du conseil d'administration de l'ANPE. On apprend que le plan de travail annuel de l'ANPE a été exécuté à plus de 83% en 2024. Les administrateurs ont également été informés de la reconduction du Mali à la tête de l'Association mondiale des services d'emploi public. Daouda Kone pour les détails. Clôturé à la date du 31 décembre 2024, le rapport d'activité et financier 2024 de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE est présenté aux administrateurs de la structure en la faveur de la 50e session ordinaire du conseil d'administration pour approbation. Il ressort que les activités ont été réalisées à plus de 83%. Un taux d'exécution du PTA de 83%, un total bilan de 10 milliards. Au niveau des commissaires aux comptes, les états financiers ont été donc certifiés. Et je pense que je voudrais encore une fois profiter pour féliciter l'ensemble du personnel de l'ANPE pour le travail abattu et également remercier les autorités au plus haut niveau, aussi le ministère des tutelles pour l'accompagnement institutionnel à ce que nous soyons justement au niveau de ce résultat. Les administrateurs sont informés de la reconduction du Mali à la tête de l'Association mondiale des services d'emploi public AMSEP lors de la 8e Assemblée générale élective de l'association en Côte d'Ivoire. Pour la 3e fois consécutive à la présidence de l'ASEP pour 3 ans, 2025-2028. Grâce à la reconnaissance du leadership du directeur général de l'ANPE, M. Ibrahim Agnob,
qui a été invité par ses pairs à poursuivre les innovations et actions majeures entreprises en cours de réalisation. Ensemble, nous conjuguons nos efforts pour que ce troisième mandat, qui est une première dans les annales de l'ACEP, soit un plein succès afin de juguler les multiples défis liés à l'emploi et à la formation professionnelle. À l'ouverture, une minute de silence est observée en la mémoire de Ibrahim Ndiaye, ancien directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE et ancien ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, décédé le 6 juin 2025. Ce 16 juin, c'était la journée de l'enfant africain. Cette année, la célébration a eu lieu à la Cité des enfants avec comme thème nos valeurs et notre culture, un bouclier pour nos enfants. Adam Maïga, Mamadou Koulibaly. Main dans la main, Diarra Djeneba Sanogo, ministre en charge de l'enfant, a accompagné les enfants pour rendre hommage aux enfants massacrés à Soweto, en Afrique du Sud, en 1976. Une gerbe de fleurs a été déposée au pied du mur dédié à ces enfants martyrs, situé dans la cour de la Cité des enfants. Cet hommage s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la journée de l'enfant africain. Ce mur, ce n'est pas un simple mur. C'est un témoin silencieux des souffrances vécues par tant d'enfants. C'est un livre ouvert sur l'histoire de notre enfance collective. C'est un miroir dans lequel nous devons tous, adultes et enfants, regarder pour ne jamais détourner les yeux de nos responsabilités. Une journée commémorée chaque année le 16 juin. Le thème retenu est nos valeurs et notre culture, un bouclier pour nos enfants. Ce thème a été illustré à travers les tenues traditionnelles des différents pays d'Afrique portées par les enfants ainsi que par leurs pas de danse lors du défilé. La participation des différentes communautés africaines à cet événement est plus que significative pour nous, car elle caractérise le symbole de cette unité des peuples africains à favoriser le vivre ensemble à travers le brassage culturel. Pour clôturer cette journée commémorative, des kits scolaires ont été remis aux enfants par la Cité des enfants. À suivre dans nos programmes, Malikoura Tassira, la version Bambara reçoit ce soir le ministre de la Santé et du Développement social. Malikoura Tassira à suivre à partir donc de 21h30. Ce journal est terminé. Merci à tous nos téléspectateurs, singulièrement ceux de Casa et de Marrakech. C'est au Maroc. Je vous dis bonsoir à tous et à demain. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis,